Bonjour à tous et vraiment c'était passionnant d'écouter. Alors c'est vrai que moi j'ai eu plein de casquettes et je voudrais remercier Rémi Marion parce que nous on s'est connus dans une précédente vie où j'étais journaliste et j'étais rédactrice en chef de la revue Thalassa, moi qui me passionnais déjà pour la mer. Et donc, voilà, il y a bien une trentaine d'années. J'ai toujours beaucoup d'émotions à venir ici à la Cité des Sciences parce que je vais vous dire, dans ma vie de navigatrice, mon premier bateau, je l'ai fait construire ici, dans l'enceinte de la Cité des Sciences. Nous avions monté une exposition avec la Cité des Sciences qui s'était intitulée Naissance d'un bateau. Et donc, avec beaucoup de fierté, j'ai toujours beaucoup de fierté à revenir à la Cité des Sciences, qui a été finalement le chantier de mon premier bateau. Je vais vous parler de ces aires marines protégées, peut-être d'abord une expérience un peu personnelle, puisque moi j'ai donc couru le Vendée Globe par 2 fois, ce tour du monde en solitaire et sans escale. J'ai couru en 96, 97, je l'ai couru en 2000, 2001. Et donc, le marin que j'ai été a fait l'expérience. Après, j'ai eu la chance de mettre les pieds en péninsule antarctique et même en Géorgie du Sud. C'est une image qui illustre cette expédition. Mais avec le Vendée Globe, en fin de compte, vous faites le tour de l'Antarctique entre le 40e et le 50e sud. Et finalement, vous découvrez tout ce que les scientifiques nous ont partagé tout à l'heure. C'est l'énorme richesse de ces eaux-là. Et c'est assez impressionnant, parce que quand on court ce tour du monde en solitaire, on part donc des Sables d'Olonne, on descend l'Atlantique, Atlantique Nord, Atlantique Sud, et puis on rentre dans les 40e hurlants, les 50e rugissants, voilà. Et on va pas forcément complètement jusqu'au 60e, quoique sur la première édition, il était allé jusqu'au 60e. Et quand on descend dans l'océan, je dis toujours descendre, hein, parce qu'on passe du nord au sud, on descend sur la carte. C'est passionnant de regarder toutes ces cartes. L'Atlantique Sud est relativement pauvre en termes de biodiversité, en termes de mammifères marins. On ne croise pas grand-chose. Et puis, sur les coups du 30e Sud, et surtout à partir du 40e Sud, on commence à apercevoir les albatros. Et après, moi, sur mon premier Vendée Globe, j'ai mis 140 jours, j'ai pas été très rapide. J'ai mis 70 jours à faire le tour de l'Antarctique pour rejoindre, donc passer sous l'Afrique, sous l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., pour rejoindre le Cap Horn. Le Cap Horn est à 56 sud. Et donc, on est en permanence. Moi, j'ai passé 70 jours à faire ce tour-là. Et j'étais en permanence accompagnée par les albatros, très régulièrement accompagnés par des mammifères marins, des orques, quelques dauphins, surtout à l'approche du Cap Horn, et du krill. Les scientifiques aussi montraient ce que l'on pêche et ce que pêchent les navires européens et les navires à travers le monde. On pêche beaucoup la légine. La France pêche la légine autour de tout le chapelet des îles subantarctiques. On n'en a pas parlé beaucoup des îles subantarctiques depuis tout à l'heure, mais véritablement, elles sont terriblement riches, même si elles sont quasiment pas habitées. Et j'avais aussi régulièrement les vagues amener le krill dans le cockpit du bateau, cette petite crevette dont j'aurais presque pu finalement me nourrir si j'avais voulu, parce qu'à certains endroits, c'était vraiment des grands amas de krill. J'ai eu la chance de retourner plusieurs fois dans ces régions-là, et notamment, il se trouve que pendant mon premier Vendée Globe, j'ai lu, vous l'avez évoqué, j'ai lu l'aventure de Shackleton, ce formidable explorateur irlandais, hein, je ne dis pas de bêtises, hop, 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 à moitié, britannique. En tous les cas, il a demandé, pardon, européen, on va dire européen, qui est parti en 1914, qui a failli d'ailleurs ne pas partir parce qu'il a proposé à l'époque de mettre son bateau à disposition. Il est parti avec l'Endurance. Vous savez, ce bateau a été broyé par les glaces. Et j'ai lu l'aventure de Shackleton pendant mon premier tour du monde. Et vous savez que vous connaissez, j'imagine, peut-être cette histoire de Shackleton, parce qu'il y a une actualité incroyable autour de Shackleton.
Shackleton part, il arrive en mer de Weddell, son bateau est broyé par les glaces. Malheureusement, il se fait prendre et il sauve son. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Après 17 mois de dérive sur la banquise et sur l'île de l'Éléphant, il part chercher les secours en Géorgie du Sud. Et la Géorgie du Sud, c'est une île qui ressemble un peu à la Corse en termes de superficie. Et il arrive par la côte au vent, il doit traverser toute l'île, le glacier, pour aller chercher les secours dans les bases d'exploitation de la baleine, puisqu'on chassait la baleine à cette époque, beaucoup. Et finalement, il va réussir, il appelle les secours, enfin bref, et il réussit à sauver tout son équipage. Et il est enterré d'ailleurs sur l'île de la Géorgie du Sud. Et donc en 2004, j'ai monté une expédition mer et montagne sur le bateau qui s'appelle Tara aujourd'hui, qui est l'ancienne Antarctica de Jean-Louis Etienne. Et nous sommes allés avec des sourds et des entendants, avec des marins et des montagnards, refaire le chemin de Shackleton. Et cette île, je crois qu'il y avait une autre, je ne sais pas si tu avais mis l'autre image des manchots. En fait, il y a des colonies d'albatros et des colonies de manchots royaux, voilà, et d'autres éléphants de mer. C'est une île extrêmement, aujourd'hui, complètement envahie aussi par les otaries. Et voilà, ce premier contact. J'ai par la suite, alors Shackleton, cette semaine, une expédition qui est partie à la recherche de l'épave du navire de Shackleton l'a retrouvée. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité. Je crois qu'ils l'ont identifié mardi, donc c'est vraiment... et en fait, l'île gît par 3000 mètres de fond et elle est parfaitement conservée. Elle est parfaitement conservée. Elle est bien évidemment, et on voit qu'il y a de la biodiversité autour. J'ai eu la chance de retourner en péninsule antarctique avec Tara, juste après cette expédition, et de découvrir là aussi que c'était très riche. À bord de Tara, il y avait un photographe, Sébastien Salgado, qui observait et qui a rapporté le formidable reportage de Genesis. Et il y avait aussi Laurent Balesta, qui est biologiste marin. Et Laurent Balesta plongeait tous les jours et nous remontait. On avait la chance, dans le carré de Tara, on observait les images que Laurent Balesta avait tournées et on voyait déjà que c'était riche. Tout ça pour vous dire que c'est riche, vous l'avez dit, ceux qui sont intervenus. Et moi, je ne suis pas scientifique, mais j'ai été, dans mon parcours, administratrice de l'Agence des aires marines protégées et je sais tout ce que l'on doit aux aires marines protégées. Alors maintenant, la députée européenne que je suis porte au Parlement européen tous les enjeux maritimes. C'est un mandat que j'ai pris après l'avoir refusé 3 fois, je dois vous l'avouer, parce que l'Union européenne, l'Europe, c'est le bon échelon pour porter les enjeux maritimes, parce qu'il n'y a qu'un seul océan. On l'a compris avec les scientifiques, tout est lié voilà, en termes de changement climatique, mais tout est lié aussi, et la circulation thermohaline l'illustre bien, il n'y a qu'un seul océan sur la planète. Et donc, tout ce qui se passe, et on a bien compris qu'il était notre richesse. D'un point de vue plus politique, donc la commission pour la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique a été créée il y a une trentaine d'années. Et dans l'objectif de préserver cette biodiversité, à la fois les espèces et les habitats, a été créée en 2009 une première aire marine protégée. Et la camélar, donc c'est le nom synthétique, comme on l'appelle en français, la camélar, c'est Commission pour la conservation de la faune et de la flore de l'Antarctique, est composée de 26 membres et de l'Union européenne également. Parmi les membres, la France en fait partie, le Royaume-Uni en fait partie, la Chine, la Russie, les États-Unis. Donc, une première aire marine protégée et là, je veux bien qu'on passe à la carte suivante. Voilà, une première aire marine protégée créée, une première petite autour des Orcades du Sud, en haut à gauche, là, en 2009. Et puis, une deuxième aire marine protégée créée en mer de Ross en 2016, avec l'ambition de préserver, parce que l'on pêche, et voilà, de préserver les écosystèmes,
Alors ça n'a pas été sans mal en 2016 parce que déjà la Russie et la Chine s'opposaient. Mais finalement, l'action diplomatique, et notamment de John Kerry, mais de l'Union européenne aussi à l'époque, a pu, et c'était véritablement une action, j'allais dire, en bilatéral avec les chefs d'État, a permis la création de cette aire marine protégée. Voilà. Là, il y a plusieurs projets qui sont en cours et qui sont bloqués, mais depuis, la CAMELAR se réunit régulièrement chaque année et c'est la 9e fois, puisqu'on a encore espéré que la création des aires marines protégées voit le jour lors de sa dernière réunion fin octobre. Et dans l'anticipation, déjà l'année dernière, avant la réunion d'octobre 2020, au Parlement européen, j'avais mobilisé mes collègues autour d'une lettre co-signée par 86 d'entre nous pour inciter l'Union européenne à faire pression auprès des États réticents pour la création de ces aires marines protégées. Malheureusement, ça n'a pas été efficace. Rebelote l'année dernière, nous avons recommencé et avec une autre collègue issue, moi je suis du groupe Renew, elle est du groupe des Verts, Grace O'Sullivan, qui est irlandaise, qui elle-même a eu la chance de connaître de séjourner aussi en Antarctique. Nous avons porté une résolution du Parlement européen incitant l'Union européenne à être active et à faire pression sur ces deux pays qui bloquent. On espérait en 2021 que la Chine, accueillant la COP 15 pour la biodiversité, qui va se réunir finalement dans quelques semaines, compte tenu aussi des objectifs que les États se sont donnés au niveau global, de protéger 30% des aires de l'océan et comme 30% de la terre, etc. On s'est dit la Chine devrait pouvoir accéder à cet objectif, devrait pouvoir signer pour la création d'aires marines protégées et avec elle entraîner finalement la Russie. Il y a eu beaucoup d'actions diplomatiques et l'ambassadeur Poivre d'Arvor n'est pas là, mais il a eu lui-même, au nom de la France, plusieurs actions diplomatiques. Et à l'échelle européenne, je sais que Ursula von der Leyen, dans son discours sur l'état de l'Union en 2020, ça a été l'un de ses principaux points quand elle a parlé de la préservation de la biodiversité. Alors ça peut paraître étrange parce que l'Europe est loin de l'Antarctique, mais on l'a compris, là je crois que je ne vais pas revenir dessus, qu'il y a des intérêts de préservation, à la fois des intérêts de préservation de la biodiversité, il y a aussi des intérêts liés à la pêche, il ne faut pas se le cacher. Nous avons des navires européens qui vont pêcher dans cette région-là, mais il y a énormément de pression de la part des pêcheurs chinois, notamment de la part des pêcheurs russes également, notamment sur le krill. Et donc l'idée pour les scientifiques, et ceux qui sont dans la salle me corrigeront si je dis des bêtises, c'est d'augmenter finalement ces zones protégées de manière à avoir véritablement de la connectivité entre les écosystèmes. J'ai bien entendu de la part des scientifiques que la connectivité est vraiment importante. Donc, on a voté l'été dernier cette résolution. Bon, la suite, vous la connaissez. Pour l'instant, toujours pas d'aires marines protégées créées. On serait pour celle alors, la France en sponsorise plusieurs, mais d'autres États aussi. On aurait la mer de Ross avec celle de Ross qui fait 2 millions de kilomètres carrés, qui était déjà à l'époque la plus grande. Là, on rajouterait 3 millions de kilomètres carrés d'aires protégées. Je crois que je partage le pessimisme d'Olivier Poivre d'Arvor et je ne sais pas si on va pouvoir, dans le cadre de cette convention, créer ces aires marines protégées. Mon sentiment aujourd'hui, et je l'évoquais récemment parce que la France a accueilli le One Ocean Summit à Brest, mon sentiment, c'est que vous savez qu'en ce moment, il y a la négociation pour la préservation de la biodiversité en haute mer. L'ambassadeur Poivre d'Arvor rentrait tout à l'heure de New York et c'est actuellement la 4e session. On va aboutir, nous l'espérons, dans l'année à un traité sur la haute mer. Et mon sentiment, c'est que quand ce traité sera signé, c'est que pourquoi ne pas envisager, si nous n'arrivons pas à créer ces aires marines protégées,
et je m'adresse vers l'envoyé spécial aussi de l'Europe pour l'Arctique, si on n'arrive pas à la créer dans le cadre de la CAMELAR, pourquoi ne pas envisager de créer ces aires marines protégées dans le cadre du futur traité sur la haute mer? Et je conclurai par une notion que j'essaie de porter, que je porte au Parlement européen, qui pour moi est aussi un argument pour la création de ces aires marines protégées. C'est la notion d'un océan bien commun de l'humanité. J'ai lancé cette initiative il y a 4 ans maintenant, avec des scientifiques, avec l'Institut français de la mer. La notion de bien commun, on peut bien la comprendre, on l'a parfaitement comprise avec les scientifiques qui sont intervenus. Il n'y a qu'un seul océan. Au nom des richesses qu'il produit à l'humanité et des pressions qu'il subit, il est impératif de le préserver. Et le préserver, pour moi, ça n'est pas que c'est aux États de le faire, mais c'est aussi aux collectivités, aux entreprises, aux citoyens. C'est de notre responsabilité individuelle et collective. Et je vais vous raconter, avec le bateau que j'ai construit ici en 90, j'ai couru en 91 ma première traversée de l'Atlantique en solitaire. Et déjà en 91, donc il y a 30 ans, 31 maintenant, j'ai déjà vu des déchets en plein milieu de l'Atlantique. Ce jour-là, et personne ne parlait bien évidemment à ce moment-là des déchets qu'il y avait en mer. Je ne me suis pas dit où sont les affreux pollueurs. Je me suis dit comment en est-on arrivé là collectivement et qu'est-ce que moi je peux faire. J'ai senti ma responsabilité individuelle et notre responsabilité collective. Et la notion de bien commun que nous essayons de promouvoir et qui est aujourd'hui revendiquée, promue par la France et qui pourrait être promue par d'autres États. J'essaie de pousser l'Union européenne à la porter. Cette notion de bien commun qui ne sera pas juridique, parce que si on essaie de créer un outil juridique, on n'y arrivera pas, qui est moral, qui nous engage, qui met le développement durable, la soutenabilité avant d'envisager d'exploiter l'océan, est, à mon avis, essentiel. Et ce que je demande aujourd'hui, c'est que la notion d'un océan bien commun, a global common en anglais, on a eu beaucoup de mal à le traduire en anglais, on l'intègre dans le futur traité sur la haute mer. J'ai eu l'occasion au One Ocean Summit de le partager. On a lancé un appel à l'action de ce point de vue-là et je l'ai partagé avec la présidente de la négociation. Et on l'intègre dans le futur traité sur le plastique qui pourrait voir le jour dans quelques mois. Pourquoi j'en parle à propos des aires marines protégées en Antarctique? C'est parce que l'océan est un bien commun, que nous pouvons revendiquer que tous les États de la planète en prennent soin, que ce soit l'Arctique ou que ce soit l'Antarctique, que ce soit et même dans notre acceptation du bien commun, on remonte, on ne parle pas de patrimoine commun, on pourra avoir un débat là-dessus, on parle de bien commun. C'est parce que l'océan fournit des services écosystémiques à l'entièreté de l'humanité qu'il est un bien commun et qu'à ce titre, on a tous le devoir de le préserver. Et c'est pour ça que je demande aussi que ces régions australes, comme ces régions arctiques, soient reconnues comme un bien commun. Voilà, je vous remercie.